Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire du cabinet d'avocats CBA. Je me présente, Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. Aujourd'hui, on va parler de succession internationale et de fiscalité. C'est un sujet important parce que à peu près 10% des successions en France comprennent un élément d'extranéité et donc de fiscalité internationale et que on confond souvent les règles. Tous les notaires n'ont pas connaissance des mécanismes fiscaux, sachant qu'il y a préalablement quand même à comprendre les mécanismes de droit civil. Souvent d'ailleurs, on fait une confusion entre les différents mécanismes. Donc, on va commencer par un principe extrêmement important qui est de savoir euh, quelle est la loi, quel est le règlement civil de la succession qui va s'appliquer. C'est important parce que l'objectif préalable est de savoir qui vont être les héritiers, quelle va être leur part, est-ce qu'il va y avoir un partage, et seulement après on pourra parler de fiscalité. Souvent, on confond beaucoup trop la déclaration de succession avec le civil et la fiscalité. Les règles applicables, euh, faut considérer qu'on a une révolution avec le règlement européen du 15 août 2015 pardon, parce que on a eu une unification et une simplification de la règle. Alors, ça ne veut pas dire que ça règle tous les problèmes. Alors, ce règlement, il a été signé par tous les pays de l'Union, à l'exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l'Irlande. Et ça permet de déterminer quelle loi nous allons appliquer. Comme je vous l'ai dit, la question qui peut se poser en fiscalité internationale, c'est que vous avez une résidence secondaire à l'étranger, la personne, le défunt, peut habiter à l'étranger et avoir des enfants en France. On peut avoir plein d'éléments liés à l'extranéité qui vont poser des difficultés. Donc, il y a un principe essentiel qui résulte de ce règlement, c'est que la loi qui sera applicable à la succession sera celle dans laquelle le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, et à défaut, celle de la nationalité du défunt, s'il avait désigné comme loi applicable. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va d'abord analyser une situation de fait. La résidence habituelle ne signifie pas obligatoirement résidence fiscale. Alors, c'est notamment la problématique qui s'était posée dans l'affaire Johnny Hallyday. On avait un résident fiscal américain qui était en France, et donc c'est pour ça que le sujet a débordé au niveau civil, mais également au niveau fiscal. Donc, le premier réflexe est déjà de se poser la question de savoir quel droit va être applicable. À titre d'exemple, nous, lorsqu'on a des clients qui sont au Portugal, par exemple, on n'a pas la même réaction que lorsqu'ils sont aux Émirats arabes unis ou en Israël. On va aller les conseiller sur ces aspects-là de manière très importante. Et parmi les destinations que je viens de vous citer, dans certains cas, on va exiger que nos clients fassent un testament sur place pour demander l'application du droit local. Et dans d'autres cas, on va totalement refuser et continuer à appliquer le droit français. Alors, néanmoins, ça peut être un peu rébarbatif pour vous et vous dire, mais je ne vois pas vraiment quelle est l'incidence, c'est plutôt simple. Je vais vous prendre un cas qui m'est d'ailleurs arrivé au cours de l'année 2022. Une personne décède à l'étranger. Ses deux héritiers sont résidents fiscaux à l'étranger, mais 5 ans auparavant, elle habitait en France et elle avait fait un testament. Le dernier testament est un testament français, ce qui signifie en droit civil qu'elle a dû faire une déclaration, ses héritiers ont dû faire une déclaration de succession en France, où en France, ils ont détaillé la totalité du patrimoine mondial, et après, ils ont expliqué que la règle fiscale qui s'appliquait avec le pays n'impliquait de taxer en France que les biens qui étaient situés en France. Donc, ce n'est pas neutre,
Et il ne faut absolument pas confondre civil et fiscalité, c'est deux sujets différents. C'est souvent aussi la problématique de la protection du couple qui se pose. Donc, le principe, et puis après, il faut regarder l'application par pays, c'est on va aller chercher le droit du pays où la personne avait sa résidence habituelle. Néanmoins, ça pose pas mal de difficultés, notamment sur ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Pourquoi? Parce que vous avez des pays, des destinations où on vous explique que vous n'avez pas de droit de succession, ou d'autres pays où on vous explique que vous pouvez choisir vos héritiers. Et vous pouvez dire, je donne à un de mes enfants, pas aux autres, ou par exemple, je ne donne pas du tout à mes enfants et je donne à d'autres personnes. En France, on a la réserve héréditaire qui est censée protéger les héritiers. Mais vous allez voir que la fiscalité internationale a un peu changé la donne. C'est la fameuse affaire Maurice Jarre, qui d'ailleurs avait donné lieu à une décision de la Cour de cassation en 2017 au moment de l'affaire Johnny Hallyday. Maurice Jarre, illustre musicien qui vivait aux États-Unis, à Los Angeles, qui s'était remarié. Lorsqu'il décède, en réalité, il ne laisse rien à ses enfants. Et donc, on a un sujet qui est de dire qu'est-ce qui se passe au regard de la réserve héréditaire. Et la Cour de cassation, de manière logique, dit effectivement, il y a une disposition d'ordre public en France, on ne peut pas contourner la réserve héréditaire, mais Maurice Jarre avait sa résidence habituelle aux États-Unis, donc c'est le droit américain qui s'applique. Alors du coup, comme souvent en France, ça a donné lieu à une loi, alors une loi un peu particulière qui donne droit à un prélèvement. C'est-à-dire que si la loi étrangère ne prévoit pas un mécanisme de réservation pour les enfants, cette loi permet aux enfants, dans certaines conditions, d'être allotis sur des biens situés en France. Alors, elle est quand même, au niveau du périmètre, extrêmement réduite, parce qu'il suffirait aux personnes concernées d'avoir sorti tous leurs actifs de France pour qu'elle soit totalement inapplicable. Et honnêtement, cette loi fait plaisir aux civilistes français qui se disent que c'est un moyen de rattraper les personnes qui sont partis à l'étranger et d'obliger à avoir une réserve héréditaire, sauf que bien souvent, tout cela est largement organisé. Et donc, s'ils ne veulent pas donner de réserve héréditaire, c'est qu'il n'y aura pas de biens situés en France. Donc, premier réflexe, lorsque vous avez un sujet d'extranéité dans une succession, donc, ce qui signifie qu'on a une succession internationale, savoir quel est le droit qui va s'appliquer. Ça, c'est le premier point. Et puis, ça nous amène à la fiscalité. La fiscalité, on a deux éléments qui jouent. On a le premier élément qui est censé jouer dans la hiérarchie des normes, c'est la convention fiscale. La convention fiscale va avoir une hiérarchie supérieure à la loi française. Et donc, si la France signe avec un pays une convention en matière de succession, on devra l'appliquer avant d'appliquer les dispositions du Code général des impôts et notamment les dispositions de l'article 750 du Code général des impôts. Le souci que l'on a, c'est que la France a signé très peu de conventions. Pourquoi? Parce que la France veut absolument conserver une imposition en France et donc on a très très peu de conventions. Pour vous expliquer, les conventions fiscales signées par la France en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune, c'est à peu près 140 conventions, donc 140 pays. En matière de succession et de donation, nous sommes à 33 pays, dont les pays de l'Union. Donc, on a quand même un mécanisme à deux vitesses. Soit la France a signé une convention. Alors, par exemple, je vais vous prendre l'exemple de l'Espagne, puisque je viens d'avoir le cas. On a tout simplement des résidents fiscaux français qui ont des biens en Espagne.
qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir des droits à payer en Espagne au regard de la détention de biens immobiliers, mais les droits payés en Espagne vont venir en déduction des droits français qu'on va leur demander de payer. C'est une sorte de crédit d'impôt dans ce mécanisme avec l'Espagne. C'est souvent ce mécanisme conventionnel qui est appliqué. C'est ce qu'il faut retenir lorsqu'on a une convention. Maintenant, lorsqu'on a une convention, il faut surtout la lire et demander un conseil de la lire parce que on n'a pas obligatoirement la même lecture entre un professionnel et un non professionnel. Une convention, c'est quelque chose de très particulier qui renvoie souvent, qui fait plusieurs renvois avec des mécanismes de crédit d'impôt. Et un mécanisme de crédit d'impôt, dans certains cas, on a un mécanisme qui dit si vous avez payé 1000 dans tel pays, vous allez pouvoir déduire 1000 en France. Et puis, dans d'autres cas, on explique que le fait d'avoir payé dans le premier pays annule totalement l'impôt français, même si on a payé 1000 et que l'impôt français est 10 000. Donc, attention, lorsqu'il y a une convention, il faut prendre conseil et se poser toutes les questions. Maintenant, comme la convention est plutôt rare, on va se retrouver avec les dispositions infernales de l'article 750 ter du Code général des impôts. Alors là, on ouvre le parapluie, mais je dirais même le parasol, tellement l'application est large. Premièrement, dans quel cas on va appliquer des droits de mutation? Lorsque le lieu de domicile du défunt ou du donateur est en France. Bon, jusque-là, plutôt logique, mais ça veut dire donc que les enfants d'un donateur dont le donateur est décédé en France et dont les enfants résideraient à l'étranger seraient amenés à payer un impôt en France. Ce n'est pas obligatoirement choquant, mais il faut bien l'expliquer. Deuxième cas, le cas où celui du domicile fiscal de l'héritier, du donataire ou du légataire se trouve en France. Alors là, on va imaginer qu'effectivement, la personne décédée ou la personne qui est donateur est résidente fiscale à l'étranger, mais par exemple que son fils réside en France. La quote-part que son fils serait amené à recevoir en France sera soumise à des droits de succession en France. Autre cas, celui où on va considérer que les biens meubles ou immeubles sont situés en France. Alors là, vous pourriez avoir un défunt qui réside à l'étranger, des enfants qui résident à l'étranger, mais comme certains biens meubles ou immeubles sont situés en France, au titre de ces biens, ils sont amenés à payer des droits de succession en France. Alors, c'est souvent très compliqué. Nous, on a, on va dire, 1 à 2 fois par an, souvent des étrangers européens ou américains qui tombent des nues lorsqu'ils nous disent, voilà, nous, nos parents ont investi, ils avaient une résidence secondaire en France, ils sont décédés, on devient propriétaire. On leur explique, oui, mais il va falloir payer des droits de succession en France. Et leur première réaction, c'est de dire, on ne comprend pas pourquoi. Puis la deuxième, c'est lorsqu'ils réalisent le montant qu'on leur demande. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut regarder quels sont les droits de mutation qui vont être concernés ou qui vont s'appliquer. On a plusieurs catégories. On a d'abord les biens meubles ou immeubles situés en France, là on l'a vu, et concernant les biens meubles, il y a quand même une analyse importante parce qu'il y a une grande confusion chez les non-résidents, c'est le compte bancaire. Je viens d'ailleurs d'avoir le sujet dans un dossier puisque je récupère, on me demande d'intervenir sur une succession des personnes qui vivent à l'étranger avec des enfants qui sont soit résidents fiscaux à l'étranger, soit résidents fiscaux en France. Et puis, on voit un compte bancaire à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et je leur dis moi-même, je leur dis, attention, ce compte bancaire extrêmement important, il va être soumis à des droits de succession en France.
Et leur première réponse, c'est de me dire, ben non, puisqu'on ne paye pas d'impôt sur le revenu. Je leur dis, ben justement, l'erreur de vos parents a été de penser, dans la mesure où ils avaient un compte bancaire ou de valeur mobilière en France sur lequel ils n'avaient pas d'imposition, que ça serait la même chose au moment du décès. Sauf qu'il faut bien, en fiscalité, faire attention aux différentes catégories d'impôts. Les droits de succession, les droits de donation, ce sont des droits d'enregistrement. Ils sont régis par des règles différentes de celles de l'impôt sur le revenu. Donc, si vous avez un compte bancaire en France, il rentrera dans le cadre d'une donation ou d'une succession française. Sont également concernées les valeurs mobilières. Alors, sur les valeurs mobilières, on a deux catégories. Soit on a des titres de société qui sont cotés, et là, effectivement, généralement, ça ne rentre pas dans le mécanisme en France. Par contre, si on a des titres de société, on va dire familiales ou un peu moins grosses, mais de manière importante, on a souvent une barrière à 25 et à 10%. Vous pouvez être amené à payer des droits de succession en France. La difficulté que l'on va avoir, c'est que lorsque la France n'a pas signé avec le pays une convention internationale, il est possible d'avoir une double imposition. Alors, le premier exemple qui va nous permettre de mettre de côté cette double imposition, c'est par exemple le Portugal. Vous devenez résident fiscal au Portugal, il n'y a pas de droit de succession au Portugal. Donc, si la loi française s'applique, vous n'avez pas trop de soucis dans la mesure où vous seriez redevable une seule fois de l'impôt sur les successions. Mais vous pourriez être résident d'un pays qui a des droits de succession, souvent pas aussi importants que ceux de la France, et là, vous allez vous rendre compte que, comme ils n'ont pas de convention fiscale, que vous allez payer dans ce pays et en France. Et là, ça commence à poser des questions. Alors, dans certains cas, on va pouvoir contester et trouver une solution pour expliquer qu'on devra avoir un principe de crédit d'impôt, mais rien n'est assuré. Et c'est pour ça qu'il faut, à côté de l'aspect civil qu'on a vu tout à l'heure, qui est quand même essentiel, dans le cadre de l'aspect fiscal, rentrer dans le détail, quelle est la véritable situation entre la France et le pays, ou éventuellement les pays où vous vous trouvez concerné. Alors après, avec d'autres difficultés, je prends un exemple sur un dossier qui m'est arrivé récemment, le Maroc, c'est qu'on peut faire une déclaration de succession, mais au Maroc, on a un contrôle d'échange tel que de toutes les façons, l'argent, on n'arrivera pas à le sortir du Maroc. Et de manière très, très difficile, de manière échelonnée. Donc, il faut se poser toutes ces questions-là. Lorsque vous avez un élément d'extranéité, je vous ai dit qu'on parle de succession internationale. Ça ne veut pas dire pour autant que vous allez avoir un délai supplémentaire pour régler votre succession. La déclaration de succession doit normalement être déposée le dernier jour du 6e mois suivant le décès de la personne. Maintenant, si la personne est décédée à l'étranger, vous aurez le passage de 6 mois à 12 mois. Mais vous pouvez aussi avoir une succession internationale lorsque vous allez vous rendre compte que vos parents sont résidents fiscaux français, l'un d'eux vient de décéder, les enfants sont résidents fiscaux français, mais que vos parents avaient des comptes bancaires officiels à l'étranger et que c'est la règle du pays qui va s'appliquer et qu'on ne va pas vous libérer les fonds avant 3, 4, 5 ou 6 mois, voire plus, parce que vous avez des formalités à faire avec des documents qui vont nécessiter un apostille et des formalités qui vont être relativement longues. Et du coup, vous allez avoir une difficulté pratique. Et c'est pour ça que je veux aborder là 2 points. D'abord, le délai
qui est normalement de 6 mois, qui peut passer à 12 mois, mais qui ne concerne pas tous les cas de succession internationale. Donc, il faut vraiment aller très, très vite et se poser toutes les questions, malheureusement, rapidement, souvent quelques jours après le décès de la personne. Et puis, la deuxième possibilité, c'est de se dire, mais comment je fais pour payer si l'argent est encore bloqué à l'étranger, si ce sont des biens immobiliers à l'étranger? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous allez avoir le paiement fractionné qui va être ouvert, et notamment lorsque vous êtes dans cette situation-là. Donc, également, se poser la question parce que l'administration et le bulletin officiel des impôts ont prévu des modalités de paiement échelonnées. Dans certains cas, donc, il faut s'y prendre plutôt relativement tôt pour éviter d'être en blocage. On arrive facilement à des pénalités de 10%, puis après, on va avoir un intérêt mensuel qui court. Dernier point, je vous ai sorti quelques exemples parce que la fiscalité reste quand même compliquée et souvent on a du mal à retranscrire et à comprendre ce qui doit se faire. Donc là, j'ai pris 4 exemples. Premièrement, on a un bien immobilier ou des parts de sociétés immobilières situées à l'étranger qui appartiennent à des résidents fiscaux français. Droit de succession français applicable dans la mesure où les personnes qui décèdent sont des résidents fiscaux français. On a le sort d'un bien immobilier ou de parts de sociétés immobilières situées en France appartenant à des résidents fiscaux étrangers. Droit de succession français applicable. Le bien immobilier est situé en France ou la société immobilière est située en France. Et donc, attractivité de la France, application des droits de succession français. Autre exemple, on en a parlé tout à l'heure, compte bancaire français ou compte de placement situé à l'étranger appartenant à des résidents fiscaux français. Droit de succession français applicable. À l'inverse, on l'a vu et je l'avais détaillé, si on a un compte bancaire français ou un compte de placement situé en France qui appartient à des résidents fiscaux étrangers, droit de succession français. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il y a un moment, lorsqu'on est non-résident, et c'est souvent le cas des non-résidents fiscaux qui étaient auparavant, qui sont de nationalité française, qui ont vécu en France et qui sont partis vivre à l'étranger, il faut vraiment se poser les questions, savoir où je mets mon argent, où je mets mes actifs immobiliers et où je peux prévoir de faire notamment des donations, parce que lorsque on parle de fiscalité française, on peut aussi envisager d'aller regarder la notion de donation en pleine propriété, en nue propriété. La difficulté que l'on va avoir par rapport à certaines destinations, c'est que s'il n'existe pas de convention fiscale avec la France et que vous vous trouvez dans un pays qui fait payer les donations ou les droits de succession, vous pourriez avoir un doublon et donc une imposition dans les 2 pays. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter ce matin. Extrêmement important, ce qu'il faut retenir, le préalable du droit civil. Quel est le droit civil applicable? Est-ce que dans la déclaration de succession qui doit être déposée en France, je ne parle que des actifs français? Je parle des actifs mondiaux qui se trouvent à l'étranger. Donc, connaître le droit applicable, premier point. Deuxième point, en fiscalité, regardez si une convention fiscale s'applique. Si elle s'applique, bien, regardez les conditions d'application pour comprendre. Et n'hésitez pas, il faut se faire accompagner, notamment chez des notaires qui ont l'habitude de succession internationale et qui auront, nous on voit même souvent, on conseille les notaires, on leur donne les coordonnées de nos correspondants à l'étranger, puisque
souvent à l'étranger, on a ce qu'on appelle des avocats notaires, des sollicitors qui interviennent dans les successions. Donc, lorsqu'on a cet élément étranger, ne pensez pas que le notaire français va tout faire. Vous allez devoir payer un notaire français et vraisemblablement un notaire dans un autre, voire plusieurs autres pays. C'est ce point-là qui est intéressant. Et puis, se poser la question des délais de paiement et de la possibilité de faire échelonner les paiements. Donc, est-ce que je dois déposer ma déclaration au terme du délai de 6 mois ou je suis dans le cas où je vais devoir le faire dans un délai de 12 mois? Voilà, c'est un sujet extrêmement large. Je n'ai présenté qu'une partie de la problématique, mais vraiment les sujets importants pour éviter de faire des erreurs et n'hésitez pas à vous faire conseiller. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous retrouve pour un prochain webinaire du cabinet d'avocats CBA.